Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Marseille pour l'ouverture de la saison cycliste sur le sol français, le fameux Grand Prix de la Marseillaise. De l'impatience se dégage pour cette rentrée des classes, l'impatience d'en découdre après des mois studieux consacrés à l'entraînement. Un très beau plateau s'est donné rendez-vous ici à Marseille, dont le vainqueur sortant, Anthony Turgis de Total Direct Energy, tout comme son leader, Lilian Calmejane, qui est bien présent, souvent placé ici. Ils sont courts, mais on a tout le temps envie de courir, donc on a tout le temps envie de se tester, faire des efforts d'entraînement, des entraînements durs, c'est bien, mais on a envie de voir l'adversité, de jouer avec les autres. Donc la Marseillaise, c'est une course que j'ai l'habitude de faire. C'est j'entame ma 5e saison chez les pros, c'est la 5e fois que je suis ici. Le parcours, il est très difficile et on le connaît. Et la principale difficulté, c'est la route des Crêtes. Là, c'est une des plus longues et plus pentues, donc le scénario, il n'est pas très compliqué à lire, hein, dans le sens où les leaders et les plus forts se dégagent naturellement dans cette difficulté. Donc plus on est de forts dans l'équipe, mieux c'est, parce qu'on peut se retrouver en surnombre. Après, on n'est pas la seule équipe qui aligne une grosse composition ici. On voit l'équipe d'AG2R qui est très costaud, l'équipe de la FDJ ou de Cofidis aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a NTT aussi qui vient avec Boessenhagen et Valgren, c'est des coureurs de classe mondiale. Donc la course, il n'y a pas un peloton hyper fourni, mais en tout cas, il y a du très bon monde sur cette course ici. Donc il va y avoir une belle guerre. On espère être le plus devant et pourquoi pas conserver le titre, la victoire qu'il y a eu l'année dernière d'Anthony, pourquoi pas entamer la saison de la même manière. Ouais. NTT, anciennement Dimension Data, revêt pour la première fois son maillot bleu lors de cette première manche de la Coupe de France FDJ. Edvald Boasson-Hagen, 3 victoires d'étape sur le Tour de France et Michael Valgren, vainqueur de l'Amstel, en tête d'affiche. Côté tricolore, 3 équipes World Tour, Groupama FDJ, Cofidis Solutions Crédit, nouvellement intronisé à ce niveau, avec sa recrue Julien Vermotte et surtout les grimpeurs Rezou Serrada, vainqueur d'étape sur la Vuelta, et Nicolas Hédé, qui en a porté le maillot rouge de leader. Et côté AG2R, on aligne une équipe très solide. Clément Venturini, champion de France de cyclocross, Alexandre Géniès, vainqueur d'ici en 2018, Michael Cherel et Benoît Cosnefroy. Plumelec, Paris-Camembert et la Poly-Normande ont garni son escarcelle l'an passé. C'est juste que tout le monde a envie un peu de courir le Grand Prix de la Marseillaise, de faire la grande rentrée en France. Et voilà, c'est le début de saison. Et je pense que tout le monde a plaisir à venir ici au Grand Prix de la Marseillaise. Et c'est vrai que du coup, on a aligné une grosse équipe. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ambition aujourd'hui. Après, comme c'est le début de saison, on ne pourra jamais savoir là au briefing comment vont répondre les jambes pendant la course. Mais si tout va bien, je pense qu'on va être en mesure de se mettre en position de gagner et je dis pas de gagner mais voilà, au moins jouer la gagne. Côté breton, Arkea Samsic sera articulé autour du local Maxime Bouet qui pourra compter sur Romain Hardy, Clément Russo, Anthony Delaplace et Thomas Bouda sous ses nouvelles couleurs. Chez BNB Hotel Vital Concept, assuré de disputer son premier Tour de France, on sera particulièrement attentif au premier pas de Cyril Barth sous son nouveau maillot et au retour d'Arthur Vichot après une année 2019 que l'on pourrait qualifier de noire. Blanche, noire, je sais pas comment on peut dire. Écoutez, ça va. C'est toujours un peu particulier de se retrouver ici au départ. C'est la première course, c'est le début de saison. Sachant que c'est toujours quand même une course un petit peu nerveuse et difficile, la Marseillaise. Donc même si on a bien travaillé, je pense que tout le monde a bien travaillé aussi cet hiver. Donc il faut arriver un petit peu humble quand même sur cette course et voir ce que ça peut donner. Débrancher un peu, sortir du monde du vélo pour se ressourcer et passer à autre chose. Et puis après, c'était venu le temps de à nouveau se réentraîner dur et préparer cette saison. Donc de ce côté-là, je suis assez satisfait. Ça s'est plutôt bien passé. On a effectué des bons stages avec l'équipe et personnellement, j'ai aussi pu bien travailler à la maison. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a apporté un peu de sérénité pour le début de saison. Mais quand on vient d'une saison aussi compliquée que celle-là en 2019, c'est un petit peu dur de se situer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner aujourd'hui. Je ne mets pas trop de pression. Ça sera dans tous les cas du positif et aller de l'avant comme ça va permettre de reconstruire une confiance et une forme pour j'espère être compétitif le plus vite possible. Midi tout pile, le coup d'envoi de la saison française, symbolisé par ce soudain tir de pistolet est donné. 103 coureurs répartis en 15 équipes. Les locaux de Nippo Delco One Provence autour de Romain Combeau, deuxième ici l'an passé. Les Belges de Circus Wanty-Gobert avec Yann Backlands et Sandro Meurisseux, mais aussi ceux de Sport Vlaanderen Baloise et les Conti françaises de Saint-Michel-Aubert 93 et Natura Forever Roubaix-Lille Métropole.
Et pour rallier le départ réel, les coureurs sont dans une longue procession direction Halo, puis les choses sérieuses commenceront. 144 km 500 pour une reprise musclée, 2600 mètres de dénivelé positif répartis en 6 ascensions, la côte des Thermes, le pas de la Couelle, l'Espigoulier, mais aussi les Bastides, la route des Crêtes, la fameuse, et la Gineste, avant de plonger sur la cité phocéenne et son boulevard Michelet, où sera jugée l'arrivée devant le stade Vélodrome. Un parcours sélectif qui, cette année, retrouve l'exigeante route des Crêtes, propice à des attaques. L'an passé, elle n'avait pas été empruntée à cause du vent. Aujourd'hui, le vent est bien présent, mais moins violent. Il fait beau et bon sur la cité phocéenne, condition royale pour lancer la saison. Et le départ réel est bien donné. Cette rentrée des classes a bien lieu ici à Marseille. Et on voit tout de suite certaines équipes prendre la tête des opérations. On retrouve là avec Valentin Madouas, à gauche de l'écran de la Groupama FDJ. On retrouve également des coureurs d'AG2R la mondiale, mais également de NTT qui viennent, ces 3 équipes, avec de l'ambition. Et dès le kilomètre 0, ils placent des hommes à l'avant pour filtrer les velléités offensives. Le message est clair, on peut partir, mais on souhaite contrôler l'identité des fuyards pour ne pas se laisser piéger. Comme par exemple l'an dernier, où un quatuor était parti et le peloton n'avait jamais revu Romain Combaud et Anthony Turgis qui s'étaient disputés la victoire au sprint. Mickaël Cherel est le premier à allumer une mèche, suivi de très près par un coureur de Nippo Delco One. Impossible pour l'équipe locale de ne pas être représentée à l'avant. On est dans les premiers kilomètres dans la côte des Thermes, longue de 8 km 800 à 2,6%, ce qui constitue évidemment une rampe de lancement idéale. Et 2 hommes parviennent à utiliser cette rampe de lancement. 2 hommes qui passent au travers du tamis. Il s'agit de Luca De Rossi, le coureur de Nippo Delco One Provence, et de Baptiste Bléier, représentant de Saint-Michel-Aubert 93. Et très rapidement, ces 2 hommes vont recevoir du renfort avec 4 autres coureurs qui vont prendre part à cette échappée. On les voit arriver là au fond de l'écran. 4 autres coureurs dont on retrouve là Samuel Leroux de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. On voit également Lindsay de Vlieder, le Belge de Sport Vlaanderen Baloise. Un jeune coureur luxembourgeois est également là, en la personne de Luc Wirtgen pour Wallonie-Bruxelles. Et enfin, on retrouve Martí Marquez, l'Espagnol, représentant de l'équipe Ken Pharma. Une échappée qui semble convenir au peloton. Derrière, rideau, les 6 hommes de tête ont le champ libre. L'échappée, c'est une certitude. Maintenant, va prendre du temps. Et justement, eh bien, on découvre un nouveau maillot au sein de cette échappée. Ce maillot vert, blanc et noir de cette équipe Kern Pharma, avec Martí Marquez qui actuellement emmène l'échappée. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur cette équipe de Kern Pharma, qui est l'émanation de l'équipe Lizarte, l'une des meilleures équipes amatrices espagnoles, où sont passés ces dernières années notamment Marc Soler, ancien vainqueur de Paris-Nice, et qui a renoué avec le succès en ce début de saison, en levant les bras à Majorque. Également au sein de Lizarte, on a vu voir Richard Carapaz, l'équatorien, qui a remporté le Giro l'an dernier. Et si on remonte encore plus loin, Joseba Bellocchi a fait ses armes au sein de cette structure. Martí Marquez en faisait d'ailleurs partie l'an passé. Lizarte est donc devenu Kern Pharma. Côté français au sein de cette échappée, on note la présence du néo-pro Baptiste Bléier, ancien de Peltrax et de l'équipe réserve de Saint-Michel-Aubert 93. Bon rouleur, à l'aise dans l'exercice du contre-la-montre. C'est sa première épreuve en tant que pro. Il est déjà à l'avant sur un terrain qui ne lui est peut-être pas totalement favorable. Autre tricolore à l'avant, Samuel Leroux, habitué des échappées lors des épreuves de Coupe de France FDJ. Il entame sa 3e saison sous les couleurs de Roubaix-Lille Métropole. Une équipe qui est déjà débarrassée de l'impératif de victoire grâce à la belle victoire justement de Jordan Levasseur sur la Tropicale Amissa Bongo. Lucas De Rossi, le 3e français à l'avant, même génération que Benoît Cosnefroy ou encore Valentin Madouas, avec qui il a couru chez les jeunes. C'est un coureur qui passe bien les bosses. La preuve, sa 5e place autour d'Almaty, notamment l'an dernier. Un très beau plateau est au départ. On l'a dit, 103 coureurs. Et parmi ces 103 coureurs, eh bien, d'anciens vainqueurs de l'épreuve. On notera Jonathan Hiver, vainqueur ici en 2010, il y a 10 ans de cela. Mais également Arthur Vichot, que l'on a écouté un peu plus tôt, vainqueur en 2017. Alexandre Géniès avait lui réglé un groupe de costauds en 2018. Et enfin, Anthony Turgis remet son titre en jeu
cette année. On compte également au sein du peloton d'anciens vainqueurs d'étapes sur le Tour, le Norvégien Edvald Boasson Hagen en 2011 par 2 fois et en 2017, Jan Backlands, nouvellement arrivé chez Circus Wanty-Gobert, victorieux en 2013, mais également Lilian Calmejean, vainqueur au Rousse en 2017. Mais tous ces coureurs sont au chaud dans le peloton, pendant que devant, eh bien, on est en train de s'arranger, de discuter, peut-être déjà de parler tactique. En tout cas, l'écart est en train de se creuser. Et cet écart, eh bien, il va devoir être géré, notamment par Luc Wirtgen, que l'on voit ici, qui est en discussion avec son directeur sportif, Oliver Kaysen. 10 grands tours à son actif pour le directeur sportif. Justement, on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de cette échappée et de ses chances, justement, de cette échappée. Je vois que l'écart continue à augmenter, malgré que ça roule quand même un petit peu derrière avec les équipes NTT et Cofidis. Donc pourquoi pas, surtout que la course est assez courte aujourd'hui, on a 145 km de course. Il reste un peu plus de 100 km, donc on ne sait jamais. On essaie d'être positif, forcément, au sein de l'échappée. On voit qu'on continue de parler. Hein. Avec Luca De Rossi qui dit qu'il faudrait au moins 1 minute en haut. En haut, on imagine que c'est en haut de la route des Crêtes. En tout cas, on n'en est pas encore là, même si le Français semble avoir des fourmis dans les jambes. C'est lui qui passe à la première place, en haut du pas de la Couelle. C'est lui, dans cette échappée, qui semble avoir les meilleures dispositions lorsque la route s'élève. Derrière, plusieurs équipes se relaient pour assurer la poursuite. Comme l'a dit le directeur sportif de Wallonie, il y a NTT, il y a Cofidis, mais il y a également Arkea, Direct Energy, Total Direct Energy, qui sont aussi à l'avant pour essayer de revenir et de maintenir cet écart avec l'échappée, même si on n'est pas encore en train de s'employer du côté du peloton. Il reste encore beaucoup de difficultés et pas mal de kilomètres à parcourir. Les hommes de tête comptent maintenant quasiment 5 minutes d'avance, une avance qui ne cesse de croître. On est en train de se diriger vers le col de l'Espigoulier, 11 km 100 à 4,3%, appelé aussi le Petit Galibier. Pourtant, rien à voir avec le géant des Hautes-Alpes en termes de difficulté. Et ça continue de parler à l'avant, on parle tactique avec la direction sportive de cette équipe Nippo Delco One Provence. Yeah, but this time no. Responsible for jump for third group because it's good. Et Luca De Rossi qui est déjà en train de se projeter vers les possibilités d'attaque qu'il reste sur le parcours. On fait une ellipse et on se retrouve maintenant au pied de la fameuse route des Crêtes. Rien ne s'est passé de notable durant les précédents kilomètres et on retrouve Luca De Rossi donc, qui semblait très à l'aise dans les difficultés précédentes. Et dès le pied de la route des Crêtes, dès la sortie de Cassis, c'est lui qui porte l'attaque et qui est maintenant en tête. Il compte 1 minute 30 d'avance sur le peloton et quelques encablures d'avance également sur le reste de l'échappée. Une échappée que le Français de cette équipe Nippo Delco One Provence a fait complètement exploser. Derrière, on retrouve Martí Márquez, l'Espagnol de Kern Pharma, qui est intercalé entre les compagnons d'échappée et Luca De Rossi et qui est en train d'essayer de revenir sur le Français en imprimant son propre rythme. On voit que c'est un physique de grimpeur et qu'il a de belles capacités lorsque la route s'élève. C'est en revanche beaucoup plus compliqué pour le Belge, le Luxembourgeois et Samuel Leroux qui sont en train d'accuser le coup. On a passé plus de 100 km à l'avant. Donc forcément maintenant c'est un petit peu plus difficile, d'autant que cette route des Crêtes est assez dure, 3,8 km seulement, mais à quasiment 8% de moyenne. Et ça grimpe bien du côté espagnol puisqu'on est en train de revenir sur Luca De Rossi. Un duo de tête est en train d'ouvrir la route, mais derrière le peloton est en train de fondre littéralement sur ce duo de tête sous les attaques répétées, notamment la première attaque de Benoît Cosnefroy qui a tout fait exploser dans le peloton. Le Français a compté quelques secondes d'avance, mais il s'est fait reprendre. Il s'est fait reprendre par ce qu'il reste du peloton. Et vous le voyez, c'est un très maigre groupe, avec notamment Kevin Genietz qui est à l'avant et qui est en train d'emmener ce groupe, qui a maintenant rattrapé les deux échappés et qui est en train d'ouvrir la route. Il y a également Jesus Serrada. Julien Alfarès est en deuxième position et plusieurs ciel et terre
d'AG2R La Mondiale sont également en tête de cette course. C'est une nouvelle course qui commence au pied de la route des Crêtes. Voilà l'échappée qui est en train de se faire reprendre. Maxime Bouet essaye de faire la jonction. Valentin Madois, c'est bien là. C'est difficile pour Lilian Calmejane avec son dossard numéro 4 qui semble être en train d'un petit peu piocher dans ses réserves pour essayer de basculer avec le bon groupe en haut de la route des Crêtes. Et le vainqueur d'étape du Tour de France aux Rousses est en difficulté. Mais il parvient à s'accrocher et à basculer avec le bon groupe. Un groupe où on compte de nombreux coureurs d'AG2R La Mondiale. Un effectif impressionnant, on l'a dit au début de ce résumé. Eh bien, la route est en train de donner raison aux terres et ciel. Et avant de repartir sur la Gineste, eh bien, 3 hommes ont réussi à se détacher dans la descente de cette route des Crêtes. Il s'agit de 2 Français, 2 jeunes Français, la jeune garde française avec Benoît Cosnefroy, Valentin Madois et enfin un 3e Belge pour les accompagner en la personne de Tom De Vriend avec son dossard numéro 84. 3 hommes donc en tête et à une quinzaine de secondes ce qu'il reste du peloton qui s'est reconstitué et qui est en train d'essayer de mener la chasse. Mais 3 hommes ont réussi à prendre le meilleur et vont entamer le col de la Gineste en première position. 3 hommes dont 2 Français et 2 jeunes Français qui sont extrêmement talentueux. On l'a dit, Benoît Cosnefroy qui a remporté 3 Coupes de France l'an passé. Valentin Madois qui a brillé et qui collectionne les 2e places, notamment sur la Drôme classique. L'Ardèche aussi, où il a terminé 2e, également à Paris-Camembert. Il a remporté également Paris 3 quand même, Valentin Madois. Et derrière, eh bien, regardez, qui mène la chasse, c'est Nicolas Hédé, bien suivi par un coureur d'AG2R La Mondiale. Rezou Serrada est en 3e position, mais regardez le travail de Michael Cherel qui est en train d'essayer de casser les relais. Ça casse également, on voit que Maxime Bouet s'accroche, on voit que Kevin Genietz est aussi dans le bon wagon. Et Nicolas Hédé est en train de faire le principal du travail pour essayer de revenir sur le trio de tête. Il demande un relais, mais Michael Cherel, évidemment, il ne va pas lui donner parce qu'il a un homme à l'avant, la personne de Benoît Cosnefroy. Rezou Serrada se rend bien compte que Michael Cherel est là pour casser les relais. Ah, mais il part tout seul. Rezou Serrada, le vainqueur de la 6e étape de la Vuelta, est en train d'essayer de faire la jonction. Rezou Serrada qui part et derrière, regardez comme les coureurs d'AG2R La Mondiale sont en train de faire parler la science du collectif. On casse les relais. Et peut-être qu'il y a un coureur de NTT qui va essayer aussi de faire la jonction. En tout cas, Rezou Serrada a réussi à prendre quelques mètres d'avance et va essayer maintenant de produire un effort dans ce col de la Gineste pour revenir sur les 3 hommes de tête. Les 3 hommes de tête, ils sont là. Tom De Vriend est en train d'emmener devant Benoît Cosnefroy et Valentin Madois. Et le jump qui est bien réalisé par Rezou Serrada, l'Espagnol qui parvient à recoller au trio de tête pour maintenant que cela constitue un quatuor. Et Valentin Madois qui regarde derrière, on voit... Rezou Serrada, c'est un sacré client qui est en train de revenir là. Et ce quatuor de tête avec Tom De Vriend qui continue d'imprimer le tempo. Et derrière, eh bien, ça continue de réagir. On essaye de faire la jonction. Julien Elfarès, Julien Antomarchi, 2 noms que l'on connaît bien dans cette Coupe de France FDJ, et Michael Cherel sur le porte-bagages. Encore une fois, le collectif de AG2R La Mondiale qui est en route. Un coureur de NTT. Est-ce que ça ne serait pas Edvald Boissonhagen? Essaye également de faire la jonction. Kevin Genietz juste derrière lui. Et encore un coureur d'AG2R La Mondiale. Ils sont en surnombre. Et pour l'instant, eh bien, ils font le travail collectif en faveur de Benoît Cosnefroy. Et l'écart qui ne bouge pas entre les poursuivants et les 4 hommes de tête. Toujours 15 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. C'est très maigre comme écart. Est-ce que cela va être suffisant? D'autant que derrière, il y a la longue descente entre la Gineste et Marseille. Plus de 10 km de descente. Et vous le voyez, ce col qui n'est pas très compliqué. C'est extrêmement roulant. Et derrière, on essaye de s'organiser. On demande des relais là avec Anthony Delaplace maintenant et Romain Leroux. Les 2 coureurs de Arkea Samsic qui sont en train d'essayer de boucher le trou. Et derrière, eh bien, Quentin Jauregui, Alexandre Geniès sont juste là. Et là aussi, on voit qu'on est en train de casser les relais pour essayer de favoriser les dessins de Benoît Cosnefroy qui est en tête, Michael Cherel également. Là, c'est une démonstration faite par AG2R La Mondiale. Comment saboter une poursuite? Eh bien, regardez, il place 3 hommes juste derrière ceux qui roulent.
et forcément il ne participe pas à l'effort pour essayer de revenir. Et donc eh bien, cette poursuite n'est pas totalement efficace. En tout cas, c'est ce que doit se dire Jonathan Hiver, le vainqueur en 2010, qui essaye de lui aussi partir seul, comme Jesus Serrada un petit peu plus tôt pour essayer de faire la jonction. Mais il ne parvient pas vraiment à se détacher. Et les 4 hommes de tête qui vont passer en tête avec 15 secondes d'avance, une quinzaine de secondes d'avance seulement, un tout petit matelas sur les poursuivants, mais pour l'instant, un matelas qui leur est favorable. Les 10 derniers kilomètres. Est-ce que ces 4 hommes-là vont réussir à se jouer la victoire dans les rues de Marseille, ou est-ce que l'on va assister à un retour des poursuivants, un peloton quand même relativement garni derrière avec quelques hommes qui sont d'excellents sprinteurs, notamment Edvald Boasson-Hagen qui fera figure d'épouvantail si le peloton venait à revenir sur ces 4 hommes-là. En tout cas, ils abordent ce quatuor à bord de la descente avec 15 secondes d'avance et ils vont jouer crânement leur chance, évidemment. Et on a là, eh bien, 4 très bons coureurs, des moelleux. On retrouve Tom De Vriend qui a remporté notamment une étape sur le Tour d'Autriche l'an passé. On retrouve également Benoît Cosnefroy, 6 victoires déjà pour l'ancien champion du monde espoir. Valentin Madouas aussi qui commence à collectionner les places d'honneur, qui a notamment terminé 8e lors de l'Amstel l'an passé. Et enfin, celui qui a fait une saison 2019 très pleine, Jesus Herrada, l'Espagnol de Cofidis, l'ancien champion d'Espagne qui l'an passé a remporté le Tour du Luxembourg, mais également une étape sur la Vuelta, la 6e étape, mais aussi la Mont Ventoux dénivelé challenge. On est avec donc 3 bons grimpeurs, en la personne de Cosnefroy, Madouas et Herrada. Et De Vriend, eh bien, on va voir, mais notamment il devrait avoir une belle pointe de vitesse puisqu'il a remporté au sprint cette étape en Autriche. Est-ce que ces 4 hommes-là vont pouvoir se disputer la victoire? C'est toute l'incertitude de cette première étape de la Coupe de France FDJ. Ces 4 hommes, en tout cas, vont rentrer avec 15 secondes d'avance, toujours dans les rues de Marseille. On est en train de se diriger vers l'arrivée. Une arrivée qui va sûrement se jouer au sprint entre ces 4 hommes-là. Qui est le plus rapide? Qui a la plus belle pointe de vitesse? Pour l'instant, personne ne calcule. On continue de passer des relais pour essayer de conserver ces 15 secondes d'avance. Mais en ce début de saison, eh bien, il y a des états de forme qui sont assez inégaux. Est-ce qu'il y en a un qui va réussir à se distinguer? En tout cas, ils vont jouer la victoire maintenant. On continue de regarder derrière pour savoir si ça revient. Jesus Herrada qui passe un relais. Valentin Madouas en 4e position pour l'instant. On est maintenant à moins de 2 km de l'arrivée et de la première victoire sur le sol français, donc qui va se jouer entre ces 4 hommes-là. Et oui, maintenant c'est une certitude, le sprint avec le peloton qui est derrière, qui est battu, qui va jouer battu. Et Jesus Herrada qui est le premier à lancer, Jesus Herrada l'Espagnol qui est parti sur la gauche de votre écran, mais ça va être trop dur pour l'Espagnol qui s'arrête. Benoît Cosnefroy très fort qui fait l'extérieur et qui s'impose pour remporter une 5e victoire en Coupe de France. Quel coureur, quel finish et surtout quel vista. Et le peloton, eh bien, le sprint du peloton réglé soit par Edward Plankert, soit par Clément Venturini. Merci les gars. Merci mon gros. Moi quand Nico il s'est écarté, j'ai pris. Félicitations mec. Merci gros. Putain, solide. Oh merci les gars. Putain, c'est bueno ça. La victoire donc de Benoît Cosnefroy, sa 7e victoire déjà devant Valentin Madouas et Tom De Vriend. Une victoire collective, on l'a vu avec ses coéquipiers qui n'ont pas chômé. Il y a l'équipe, j'ai dit franchement je suis bien physiquement. Après je peux pas vous dire que je vais gagner dans le groupe de 4, mais j'étais vraiment bien et l'équipe a été vraiment forte aujourd'hui. Et moi j'avais les jambes, donc tout allait bien quoi. Je veux dire, une journée parfaite et ouais, si jamais gagné aux 200 mètres, je me suis dit comment je vais manœuvrer, enfin au kilomètre plutôt, mais sur une arrivée plate, tout droite comme ça. Mais voilà, j'ai réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment pour l'emporter. Et c'est juste parfait pour moi de commencer la saison comme ça et pour AG2R la mondiale, bien sûr. Ouais, je sais que Valentin va vite. Et puis il y a aussi le Belge que j'ai pu croiser à l'entraînement ce mois-ci en Espagne.
On a roulé 2 fois ensemble ce mois-ci, donc je savais qu'il avait des bonnes qualités au sprint. Donc je me méfiais un peu plus de lui, et puis voilà, il y avait la solidarité française quand même dans le final avec Val. On se connaît très bien, on avait pris la décision quand même de ne pas se rouler dessus face à 2 étrangers. Enfin, ça serait dommage, je pense, de jouer l'un contre l'autre dans la finale comme ça. Et puis donc voilà, Val me faisait peur, mais bon, on avait fait un pacte entre guillemets, et donc voilà, c'est pas Val qui me faisait le plus peur, mais plutôt le Belge qui me faisait peur dans la finale comme celui-ci. Deuxième derrière Marc Sarrault l'an passé, Benoît Cosnefroy prend la tête de ce classement provisoire après une étape, forcément. Valentin Madouas, frustré ou Un satisfait? petit peu des deux, on va dire. On fait pas des courses pour finir deuxième. Je commence à enchaîner beaucoup de deuxième place, donc voilà. Après, c'est que le début de saison et je suis plutôt rassuré par mon niveau. Voilà, comme j'ai pu dire, je suis tombé malade tout le début de semaine. J'ai vraiment pas pu rouler comme je voulais. J'ai fait qu'une seule sortie sur la route. Je fais vraiment que de l'homme traîneur, sinon pour essayer de transpirer, mais c'était assez compliqué après le stage. Puis voilà, au stage, j'ai pu monter en pression au fur et à mesure. On a fait un très bon stage avec l'équipe. Pour moi, c'est vraiment satisfaisant quand même sur mon niveau physique, et je pense que je vais monter en pression au fur et à mesure des courses, et c'est plutôt voilà, ouais, bon signe pour les prochaines courses. Lui a l'habitude de gagner, donc il a joué un peu avec nous. Il a été super intelligent, on va dire. Voilà, et Rada a attaqué à 800 mètres et moi je suis resté un peu bloqué, je ne savais pas, ils sont partis sur la gauche de la route, du coup moi j'ai tenté de faire l'effort à 500 mètres, et puis voilà, il me passe à 20 mètres de la ligne à peine, donc il arrive avec beaucoup plus de vitesse, il déboîte au dernier moment, et voilà, j'arrive à faire quand même deuxième, mais voilà, il a été plus fort, on va dire, tactiquement, et puis je pense aussi physiquement quand même, parce qu'il a une sacrée pointe, mais voilà, ça va être, je pense, des belles confrontations sur les prochaines courses, et c'est tant mieux. Et on a hâte de ces prochaines confrontations entre la relève française au pouvoir dans cette Coupe de France, FDJ. Quelques points de Marc Sarrault, et aujourd'hui, elle prend l'avantage.